Il est une figure engagée du combat contre la pauvreté en France à travers ses responsabilités dans le monde associatif. Il a notamment présidé Emmaüs. Nous recevons ce soir Martin Hirsch. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Merci. Monde. Vous êtes actuellement le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP. Vous avez été haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse au sein du gouvernement français il y a quelques années. Alors vous publiez ce livre qui a pour titre « Comment j'ai tué son père », un titre très fort qui interpelle. C'est aux éditions Stock, roman. Alors, il y a 10 mois, il y a un écrivain qui s'appelle Édouard Louis qui avait écrit un livre avec pour titre « Qui a tué mon père ?» Il vous accusait alors, pas seulement vous, on va le voir, mais vous en particulier, d'avoir, je cite, « broyé le dos de son père à cause du revenu de solidarité active, le RSA dont vous êtes à l'origine. » On va commencer par le début du livre. Vous dites que vous aimez beaucoup le service public audiovisuel, notamment la radio, que vous écoutez chaque matin. Et ce matin-là, comme tous les jours, vous écoutez une radio publique, France Inter pour la citer, nos confrères. Et là, vous découvrez que vous êtes, disons-le, d'une certaine manière, un assassin. Selon, en tous les cas, la manière dont c'est présenté, que ressentez-vous alors ? Un peu d'effroi et de la surprise. Alors, comme vous avez rappelé, je suis directeur des hôpitaux, donc j'entends que quelqu'un m'accuse d'avoir tué son père. Je pense qu'il s'est passé un accident à l'hôpital. Et puis, quelques minutes après, j'écoute de manière plus approfondie et je vois qu'effectivement, c'est un livre dans lequel je suis accusé à cause du revenu de solidarité active, comme d'autres présidents à cause de je ne sais quelle réforme. 3 présidents et 2 anciens premiers ministres, 2 anciens ministres, pardon. D'avoir tué le père d'Édouard Louis. Je ne connaissais ni Édouard Louis ni son père. Et donc, ça m'a intrigué. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Et j'ai lu ce livre. Et là, j'ai vu une violence invraisemblable. Se faire traiter d'assassin, comparer à Jacques l'Éventreur, demander que par vengeance, nos titres d'assassin, notre nom restent gravés dans l'histoire, etc. Donc je me suis demandé d'où venait cette tornade vengeresse. Et puis, j'ai écrit à ce garçon, à cet auteur, en lui disant, voilà, vous expliquez un certain nombre de choses sur le RSA, qui n'est pas le RSA tel que je l'ai vu, tel que je l'ai conçu, tel que je l'ai connu. Alors, on va faire une petite pause. Le RSA, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien, c'est un peu long, mais je lis la définition, c'est une prestation sociale française gérée par les conseils départementaux, versée par les caisses d'allocation familiale et par la mutualité sociale agricole, et elle est destinée à garantir à ses bénéficiaires un revenu minimum, une capacité de travailler. En contrepartie, par contre, il y a obligation de chercher un emploi. C'est plutôt ça. Oui, et alors le RSA rajoute une autre chose, c'est que ceux qui travaillent avec des tout petits salaires ont le droit à un complément. Oui. Alors qu'avant, on avait le RMI et on avait soit l'aide sociale, soit le revenu de son travail. Ce qui faisait que quand on travaillait un peu, on ne pouvait pas s'en sortir. Oui. Donc le RSA a rajouté ça. On a rajouté de l'argent, d'ailleurs, 2 milliards d'euros pour aider les travailleurs les plus pauvres. Et donc, alors effectivement... Que vous reproche-t-il exactement, alors, Édouard Louis, par rapport à son père ? Prétend que le passage du RMI au RSA aurait renforcé l'obligation qui pesait sur ceux qui percevaient cet argent et qu'on aurait forcé son père à travailler, à prendre un travail à plein temps. Alors, à 40 km. Oui, alors il y a plusieurs incohérences. Je lui ai demandé des explications qu'il ne m'a pas données. Et par ailleurs, ça ne colle pas avec ce qu'on a entendu ces derniers mois, parce que le reproche qu'on faisait au RSA, en général, c'était justement de ne pas être assez coercitif. Ouais. Donc ça aurait été l'exception dans toute la France auquel on aurait obligé, on aurait nié ses problèmes de santé, puisque visiblement il avait des problèmes de santé auparavant. Donc je pense que ça ne tient pas debout. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'aurais pu me contenter d'ignorer oui. Mais il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est effectivement d'essayer de partir de cas vrais pour tromper le lecteur. Et puis la deuxième chose, de réécrire l'histoire sociale, finalement. Vous allez jusqu'à parler de révisionnisme social. Le mot révisionnisme n'est pas anodin, mais vous ajoutez social, bien entendu. Oui, c'est quoi ce révisionnisme social dont vous parlez ? C'est le même procédé, c'est-à-dire partir d'une idéologie. Alors le révisionnisme est une idéologie qu'on connaît par rapport à de grands événements. Lui part d'une idéologie et raconte sa propre histoire en faisant croire que c'est vrai. Son livre ne s'appelle pas un roman et en expliquant qu'en fait le RSA aurait été fait pour abîmer les gens, alors que la réalité, avec les défauts, les aides sociales, c'est compliqué, c'est pas toujours parfait, etc. Et alors que la réalité, c'est que le RSA a été aidé pour soutenir le revenu des plus fragiles. Et comme cette époque est une époque où on ne sait plus démêler le vrai et le faux, je pense qu'il est normal de redonner une autre lecture de ce que je pense être une réalité. Alors, dans ce livre
Qui a tué mon père? Édouard Louis clame tout son amour à son père, ce qui n'était pas le cas de son précédent livre, par exemple. Dans son premier livre, est-ce que il vous disait pensez qu'il a fait du zèle, justement, peut-être, pour pouvoir mieux déclamer cet amour à son père? C'est ce que je dis. Je dis, il a peut-être des comptes à régler avec son père pour lui faire une déclaration d'amour après lui avoir fait une déclaration de haine. J'ai dit, mais c'est pas la peine de prendre en otage ni des individus comme moi, ni un dispositif comme le RSA, donc qui règle ses comptes, mais qui ne rentre pas. Et alors, ce qui m'a gêné en plus, c'est qu'en écrivant un livre à cheval sur la réalité de la fiction, ouais. C'est fait pour qu'on n'y réponde pas. Et d'ailleurs, Édouard Louis ne répond jamais il ne répond pas quand on lui écrit, il ne répond pas quand on écrit un livre, on n'écrit pas, il ne répond pas. Donc moi... Tiens, j'avais pas prévu la question, elle me vient, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? D'abord, j'ai trop de respect pour les tribunaux pour les embarrasser avec ce genre d'histoire. Et puis, je trouve que ça ne devait pas se faire sur le terrain judiciaire. Je me suis mis sur son terrain. Plutôt dans le débat, ouais. Il écrit un livre, il écrit quelque chose que je considère comme un roman. Et moi, je vais écrire un vrai roman, si je puis dire. Et donc, j'ai imaginé... dans ce livre, que c'était finalement Édouard Louis qui était le commanditeur du meurtre de son père, et que ça tombait sur moi de devoir exécuter ses basses œuvres. Et puis, en faisant ça, j'ai essayé de voyager dans l'époque d'aujourd'hui, en allant dans les villages de Picardie où il situe lui-même sa propre vie, et de faire le lien avec la période actuelle. Donc, j'ai imaginé que c'était ces personnages-là, de ce village, qui allaient inventer avec le narrateur le revenu de solidarité active et donc d'analyser les problèmes qu'il rencontre. Et la question au cœur de votre roman, c'est aussi jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation de la fiction pour soutenir une thèse? Il est presque, à un moment donné, question des Gilets jaunes. C'est un peu prémonitoire. Il est tout à fait question des Gilets jaunes. C'est pas prémonitoire parce que je l'ai fini au début des Gilets jaunes. Et j'ai imaginé, parce qu'en plus c'est exactement le terrain où se sont déployés les Gilets jaunes, ces villages isolés de Picardie. Et j'ai imaginé, en revanche, j'étais prémonitoire du grand débat, puisque j'ai imaginé un rond-point à côté de Ruchicourt, qui est le village imaginaire, dans lequel les gens refont le monde. Donc pas simplement le revenu de solidarité active, mais ils inventent le tirage au sort pour le Parlement, ils refont les institutions. Voilà, j'ai imaginé cela, et c'est pas complètement sorti de mon imagination, parce que effectivement, quand j'ai créé le revenu de solidarité active, j'ai passé des heures et des heures dans des villages, dans des bistrots, à essayer de discuter avec les gens, comme quand on fait le grand débat aujourd'hui. Nous, c'était il y a 10 ans, en leur disant, mais qu'est-ce qui colle pas dans le RMI? Qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Et c'est en partant de ces centaines d'heures de conversation, y compris d'ailleurs une correspondance que j'ai eue avec une allocataire du RMI pendant plusieurs mois, qu'on a créé cette prestation pour essayer de répondre le mieux aux besoins des personnes. Donc quand on dit exactement l'inverse, effectivement, je trouve qu'on ne laisse pas ça sans réponse. Alors justement, vous qui avez occupé des fonctions associatives, je citais Emmaüs France notamment, vous qui avez été aussi au sein du gouvernement, même si le titre officiel c'était haut commissaire, c'était dans le gouvernement de François Fillon, sous le président français Nicolas Sarkozy. Quel regard portez-vous sur l'état de la France aujourd'hui? Vous êtes vous-même l'artisan d'une mesure que vous présentez ce soir comme étant plutôt positive pour cette France que l'on appelle parfois la France périphérique, celle oubliée parfois par rapport aux grandes villes comme Paris. Et quel regard portez-vous sur l'état des lieux? Alors, il y a l'état des lieux social, et donc on voit qu'en France, on est à un moment un peu clé, un moment charnière. Moi, je m'occupe aujourd'hui de santé à travers les hôpitaux, mais je me préoccupe toujours des problématiques sociales. On voit qu'on est à un moment charnière parce que on veut préserver des acquis, et c'est tout à fait normal et tout à fait ça. On a besoin de ce système social fort, et on voit que si on ne l'adapte pas, il risque de s'écrouler, parce qu'il est de moins en moins accepté par la population. Parce qu'il y a cette critique du RSA, j'allais dire intellectuelle, faite par Édouard Louis, mais il y a cette population qui ne comprend pas pourquoi elle paye pour les prestations sociales, et moi j'aime bien redonner ce sens. Et puis il y a une situation politique qui est une situation politique, on parlait tout à l'heure d'autres pays, on parlait de l'Angleterre, on est dans un univers où aujourd'hui beaucoup de pays basculent soit dans le populisme sur l'ensemble du globe, soit dans l'incertitude absolue. Et en France, il y a quelque chose de passionnant qui est en train de se passer, qui est: est-ce qu'on peut se réapproprier la démocratie pour tous plutôt que de la balancer comme dans d'autres pays? Merci beaucoup Martin Hirsch d'avoir répondu à nos questions. Comment j'ai tué son père? Stock roman et réponse romanesque à l'écrivain Édouard Louis. Merci à vous. Merci à vous.